Journée du mérite et de l'excellence dans l'éducation nationale. Les élèves, instituteurs, éducateurs, proviseurs et autres acteurs excellents du secteur ont été honorés. Plus qu'une heure avant l'ouverture des campagnes pour les élections couplées régionales et municipales, la Commission électorale indépendante invite les populations au civisme et à la discipline avant, pendant et après le scrutin. Et puis, des exciseuses abandonnent la pratique. Elles sont donc initiées à des activités génératrices de revenus. Certaines sensibilisent même les autres contre les dangers de l'excision. Voilà pour les points forts de ce 23h. Bonsoir à vous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. La première journée du mérite et de l'excellence du monde de l'éducation vient d'être lancée. Élèves, instituteurs, éducateurs, proviseurs et autres acteurs excellents du secteur ont été honorés. Le reportage de Alexis Ouedraogo. Daniel Cablon-Duncan a pris part au lancement de la première journée du mérite et de l'excellence. Parmi les célébrés du jour, Fodio Daniela, prix d'excellence au baccalauréat série D. En son absence, c'est son père qui récupère son diplôme. Ma fille, elle est excellente. En ce moment, elle est la major de la promotion sciences économiques de Lille. Elle a eu 16,40 de moyenne. Donc, je suis très fier pour ce que le gouvernement ivoirien reconnaît, le mérite des jeunes filles. Élèves, instituteurs, économes, proviseurs, tous les acteurs qui se sont démarqués par l'excellence de leur travail ont été célébrés. Ils ont reçu des mains des ministres et personnalités présentes des lots importants. Pour le ministre Kandia Camara, l'initiative répond à la vision d'une école ivoirienne pluridimensionnelle aux vertus des perspectives positives pour la jeune génération. L'acte que scelle la cérémonie de ce jour est d'une importance fondamentale dans le processus de consolidation des performances de notre système éducatif, confronté des décennies durant au défi de la baisse constante des résultats scolaires. C'est surtout une source indéniable de motivation et d'exhortation au goût de l'effort et du travail bien fait pour l'ensemble des acteurs de notre école. Le chef du gouvernement le rappellera, l'école ivoirienne a connu des difficultés qui ont impacté ses résultats, de la nécessité aujourd'hui d'actions de redynamisation du système éducatif en vue d'inculquer les valeurs du travail bien fait. L'école ivoirienne nouvelle que Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara et le gouvernement appellent de tous leurs vœux doit être en effet une école de référence, une école de défis qui fait de la qualité, de la performance et de la culture du mérite les fondements de son essor et de sa stabilité dans un monde devenu aujourd'hui de plus en plus compétitif. Daniel Cablon-Duncan a pour finir insisté sur l'intérêt que porte le chef de l'État au secteur de l'éducation qui reste le pilier de tout pays en développement. Et puis, rappelons que les Journées nationales du mérite et de l'excellence instituées par le président de la République, Alassane Ouattara, devraient se tenir autour du 6 août prochain. Objectif, promouvoir le travail bien fait. Les meilleurs dans chaque domaine d'activité en Côte d'Ivoire seront célébrés. Daniel Cablon-Duncan était hier face à la presse. Il a fait le bilan des activités du gouvernement. Il a aussi donné les perspectives pour les années à venir. Quelle est la portée de cette conférence de presse, la première du genre? Le regard de Adama Koné. Monter au créneau pour porter à la connaissance de la population les différentes activités du gouvernement. Exercice réussi par le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. En quelques 3 heures, il a fixé le peuple ivoirien sur l'esprit, la vision, les motivations et le mode opératoire des actions au sommet de l'État. Fidèle à son sens de l'organisation, il a articulé son intervention sur 3 axes. La sécurité et la paix, la réconciliation et la relance économique. 3 facteurs qui, mis en musique, doivent donner plus de sourire aux populations vivant en Côte d'Ivoire. Chacun des 3 indicateurs cités porte les germes d'un véritable espoir. Tenez, l'indice d'insécurité est tombé de 4 à 1 point. Les efforts se poursuivent.
Dernier acte en date, l'entrée en action du CCDO, Centre de commandement des décisions opérationnelles. Sur la réconciliation, le Premier ministre s'est voulu pragmatique. Je sais qu'on attend toujours plus, qu'il faut aller à la réconciliation des filles et des fils de ce pays. C'est essentiel. Et j'ai même dit c'est incontournable. Mais j'ai aussi souligné que ça ne peut pas se faire avec l'impunité. L'impunité a créé des problèmes en Côte d'Ivoire. Voyons un peu les amnisties qui ont donc été faites. Après le boycott actif de 1995, il y a eu une amnistie. Après le coup d'État de 1999, il y a eu l'amnistie. En 2003, il y a eu l'amnistie. En 2007, il y a eu l'amnistie. Qu'est-ce qu'on a constaté? Chaque fois, les choses reprennent et de plus belle. À la dernière crise, vous le savez, il y a eu plus de 3200 morts dans ce pays. Est-ce que quand on prend un chemin qui amène à l'aggravation de la situation, on doit persévérer dans cette voie? L'analyse faite par le gouvernement est que non. Il faut emprunter d'autres chemins. On va à la réconciliation, c'est effectivement important, mais il faut que la justice ait son rôle. Le pardon peut venir après, sous forme de grâce, et éventuellement, nous avons discuté avec les partis du CPD et singulièrement avec le FPI, l'amnistie individuelle, mais pas générale. Si, il doit avoir lieu, mais on ne peut pas demander au gouvernement de faire l'amnistie générale. Au plan économique, le Premier ministre s'est retrouvé sur un terrain bien connu. Chiffre en main, il a montré comment l'économie ivoirienne est sortie du coma pour entamer sa rééducation. De moins 4,7% en fin 2011, le produit intérieur brut PIB s'est stabilisé à 9,6% en fin d'année 2012, soit un bond qualitatif en valeur absolue de plus 14,3%. Seulement, cette croissance, matière première du développement, doit être consolidée pour influencer le quotidien des populations. Le Premier ministre demande alors un peu de patience pour que l'argent en circulation respecte les différents panneaux de signalisation financière avant sa destination finale. Parmi ces panneaux, les grands chantiers lancés, ponts, adduction d'eau, routes, barrages, réformes administratives, pour ne citer que ces exemples. Au final, le Premier ministre aura montré tout l'intérêt à communiquer sur le travail abattu et à réaliser. Un acte de transparence permettant au peuple de suivre les actions gouvernementales comme du lait sur le feu, parce que disposant désormais de la feuille de route du gouvernement, de sorte à l'interpeller en cas de sortie de route. Vous le savez, les élections municipales et régionales auront lieu le 21 avril. Une large part de cette édition y est donc consacrée. Nous sommes à moins d'une heure avant l'ouverture des campagnes pour ces élections couplées régionales et municipales. Pendant ces 15 jours de campagne, après le vote aussi, les hommes politiques, les électeurs et l'ensemble des populations devront faire preuve de civisme et de discipline. C'est une invite du président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko. Le reportage de Honorine Anigori. Pour Youssouf Bakayoko, le président de la commission électorale indépendante, contrairement aux précédentes élections qualifiées d'élections générales, celles-ci sont des élections locales dont l'objet est de désigner des organes de gestion des communes ainsi que des régions. Et de nombreux défis sont à relever. Les conseils régionaux et municipaux qui en résulteront constitueront, à n'en point douter, d'importants relais pour la mise en œuvre du programme du gouvernement au niveau local. La commission électorale indépendante est consciente de l'enjeu de ces scrutins et surtout de la sensibilité née de l'effervescence particulière qu'elle engendre. Le premier responsable de la CEI souhaite que cela se déroule dans un climat apaisé. La commission électorale indépendante voudrait compter sur vous, chers candidats, chers frères et sœurs, pour mener, durant ces 15 jours, une campagne électorale pacifique, empreinte de tolérance, d'esprit de convivialité et de respect de l'adversaire, pour permettre aux électeurs de se rendre le jour du scrutin dans le bureau de vote avec assurance et sérénité. Ce sont au total 665 candidats, conseillers municipaux et 83 conseillers régionaux qui ont été enregistrés pour ces élections couplées.
Pour le bon déroulement de cette dernière étape des élections générales en Côte d'Ivoire, le ministère de la Défense a pris des mesures sécuritaires. Adama Koné nous en parle. Le ministère auprès du président de la République chargé de la Défense a bouclé son plan de sécurisation de la campagne électorale. Et pour cause. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'élection partielle, il s'agit d'une élection nationale, à couverture nationale. Et vous avez deux élections qui sont couplées. Et c'est pourquoi il y aura davantage de monde, mais surtout le personnel électoral sera déployé, du matériel électoral sera déployé, et les candidats c'est tellement X fois plus nombreux, parce que vous avez à la fois des candidats pour les régionales, mais aussi des candidats pour les municipales. Donc nous allons commencer dès l'ouverture de la campagne pour sécuriser de façon discrète, selon les cas, selon les endroits, mais aussi de façon visible. Et pendant la période de campagne, ça sera complètement visible. Des dispositions sont aussi prises pour le jour du vote, le 21 avril prochain. Nous allons positionner nos hommes sur les lieux et les bureaux de vote. Et ensuite, vous avez aussi le transfert du matériel électoral. Après le vote, il va falloir donc transférer les urnes, les bulletins de vote pour les comptages, les dépouillements. Donc c'est des périodes sensibles qu'il faut également sécuriser. Si les forces de défense et de sécurité sont prêtes à prévenir tout débordement, le ministre Paul Kofi appelle toutefois les différents acteurs à une campagne électorale qui épouse l'ère de la cohésion. C'est l'occasion donc d'interpeller tous les candidats, d'avoir des campagnes apaisées et de ne pas se lancer à la provocation des populations, provocation de nos hommes, avoir des propos discourtois qui peuvent entraîner tout simplement des conflits ou des bagarres inutiles. Le décor sécuritaire est ainsi planté pour une période électorale en toute sérénité. Voilà, toutes les dispositions sont donc prises pour sécuriser ce scrutin couplé. La coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation, quant à elle, invite la jeunesse ivoirienne à privilégier l'intérêt national. Léon Brou, reportage. Non à la manipulation, non à la violence, non à la guerre. Place plutôt à la tolérance, à la paix et à la réconciliation avant, pendant et après les élections couplées du 21 avril 2013. Message du président de la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation, CJPPR, à l'ensemble des populations ivoiriennes, notamment la jeunesse et les candidats aux élections municipales et régionales. Zadi Diédié explique que pour le développement, chaque citoyen, y compris ses camarades pro-Gbagbo ou de l'opposition en général, ont intérêt à participer à ce scrutin. Il y a un mot d'ordre qui a été lancé. Je respecte ce mot d'ordre. Mais il s'agit de développement. Il s'agit de l'emploi jeune. Il s'agit d'un projet de la jeunesse. C'est pour cette raison je demande à tout le monde de se mobiliser pour ces élections municipales de notre pays, la Côte d'Ivoire. Abordant les éventuels contentieux nés du prochain scrutin, Zadi Diédié a indiqué que la seule voie de recours reste la CEI, Commission électorale indépendante. Il invite donc les candidats à s'y référer avec civisme, sans inciter à la haine et à la violence. Pour lui, la Côte d'Ivoire doit réussir le pari de la sortie de crise à travers le succès dans cette dernière échéance électorale. Les élections couplées de ce 21 avril feront l'objet d'une large couverture médiatique. Un traitement journalistique professionnel est indispensable pour le bon déroulement du scrutin. Les correspondants de l'agence ivoirienne de presse ont donc bénéficié d'une formation en la matière. Ils sont maintenant mieux outillés pour cette période électorale. C'est ce que nous dit Maïsako. Reportage en période électorale. C'est autour de ce thème que s'est déroulée la visioconférence animée par Nicolas Pinault, journaliste à la Voix de l'Amérique. Les pigistes de l'agence ivoirienne de presse, AIP, ont été appelés à une bonne conduite durant la campagne électorale qui s'ouvre. Le conférencier a invité chaque journaliste à s'imprégner du code électoral ivoirien et à être impartial. Il devra par ailleurs faire l'effort de suivre tous les candidats afin d'équilibrer les informations.
Le Conseil national de la presse et l'opération des Nations unies en Côte d'Ivoire sont dans la même dynamique. Ils demandent aux médias en général à faire preuve de professionnalisme en tenant compte du pluralisme des opinions et de l'équilibre des espaces consacrés aux candidats dans le strict respect des règles d'éthique et de déontologie. Les journalistes ont été sensibilisés sur le mode opératoire et les enjeux du premier scrutin couplé en Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante a également présenté une simulation du vote en vue de permettre aux médias de s'approprier ce processus électoral. Les candidats du Rassemblement des Républicains sont connus. Ils viennent d'être officiellement désignés. Amadou Soumaoro, secrétaire général par intérim du RDR, invite les candidats à mettre tout en œuvre pour une réussite totale de l'élection. Les images de cette mobilisation avec Lassine Fofana. Ce sont près de 200 commandos que le RDR a lâchés sur le terrain pour conquérir les cœurs. Précisément, ce sont 171 candidats pour les municipales, 19 autres pour les régionales qui ont été mis en mission pour un triomphe qui se veut indiscutable au soir du 21 avril 2013. Ces hommes et femmes porte-fanions des Républicains sont désormais munis des lettres d'investiture qui leur donnent les pleins pouvoirs pour développer leur région, leur commune. Du 5 au 19 avril, ils feront campagne sur l'ensemble du territoire national, portant les projets attendus et identifiés, comme le leur a conseillé fortement l'invité André Duclos, le délégué de l'UMP, le parti de Nicolas Sarkozy, afin de parachever l'édification de la Côte d'Ivoire. Le secrétaire général par intérim du RDR, Amadou Soumaoro, a appelé ces hommes à oublier les douleurs d'autrefois et à aller de l'avant, tout déterminé et à gagner le combat du développement, comme les victoires précédentes qu'ils savent à qui dédier. Toutes ces victoires, minutieusement préparées, nous le devons à un seul homme. Le président Alassane Ouattara qui patiemment, avec clairvoyance, détermination, avec sagesse, humanisme, mais aussi avec fermeté, a su transformer le RDR d'un parti d'opposition à un parti de pouvoir. La moitié du chemin parcouru, les candidats qui ont une haute conscience de leur mission restent confiants pour 2015 déjà. Tout de suite, dès que nous arriverons, nous devions nous mettre au travail. Nous devions répondre aux attentes des jeunes et des femmes. Nous ne faillirons pas. Nous voulons simplement changer le cadre de vie de nos populations, créer des cadres agréables où il fait bon vivre pour appliquer le programme de gouvernement du chef de l'État qui consiste à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. J'ai aucune appréhension. Je suis un battant. Là, aujourd'hui, je porte un brassard, le brassard de RDR. Je vais sur un terrain politique qui ne m'est pas étranger. Et je vous avoue que depuis cet après-midi, je suis conscient de la lourde responsabilité que je vais endosser pour mon parti et pour mes militants de 13 juillet. Maintenant qu'ils ont l'onction de leur parti, ils le savent bien, leur succès individuel sera aussi celui du parti qui a placé en eux sa confiance. Au PDCI RDA également, les candidats ont été investis. C'était à Daoukro et en présence du président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié. Thérèse Tapé-Yoboué sur place à Daoukro. Ce sont 13 candidats PDCI, 10 du RHDP, tête de liste des élections régionales qui ont échangé avec Henri Konan Bédié à Daoukro. Il s'est agi pour le président du PDCI d'accorder sa caution à ces candidats et confirmer leur mandat par la direction du parti. Ils ont à cette occasion reçu leur feuille de route et leur carte de membre à jour. Moment choisi par Henri Konan Bédié pour exhorter les têtes de liste à la retenue sur le terrain. La rencontre de ce jour marque la cérémonie d'investiture de nos candidats qui partiront bientôt en campagne. Les consignes ont été données, savoir qu'au PDCI comme au RDR, nous recommandons la campagne civilisée. Parmi les têtes de liste RHDP, des personnalités bien connues. Sur ma liste, il y a tous les partis représentés. C'est vrai que je suis du PDCI, mais j'ai été choisi comme candidat RHDP et je dois travailler dans ce sens. Que ce soit nos tournées et nos rencontres, nous le faisons avec le RDR, qui est très motivé. Le rassemblement, la cohésion, c'est ce que nous recherchons. Les différents candidats ont promis de barrer le chemin aux diviseurs.
Ils ont décidé d'œuvrer pour la paix et le vivre ensemble prôné par le président Alassane Ouattara. Car ont-ils dit, du Bonkani en passant par le Ossa Centra, le Yambol ou le Denguélé, la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Voilà qui referme le chapitre consacré au scrutin du 21 avril. Mais parlons encore d'élections, cette fois-ci au Mali. Le gouvernement assure que des élections sont possibles dès le mois de juillet prochain. Laurent Fabius à Bamako, la visite du chef de la diplomatie française intervient alors que Paris insiste pour que des élections mettant fin à la période de transition soient organisées avant le mois d'août. Le président français François Hollande avait déclaré récemment « Nous serons intraitables », un langage fort peu apprécié à Bamako. Plus diplomatiquement, Laurent Fabius a rappelé qu'il fallait des élections en juillet parce qu'il faut une nouvelle légitimité démocratique au Mali. À Bamako, le comité de pilotage d'appui au processus électoral met les bouchées doubles pour tenir les délais. Le ministre de l'administration territoriale, un militaire, assure n'avoir aucun doute sur le respect du calendrier. Le financement est selon lui bouclé. Une question n'est cependant pas tranchée, celle du couplage ou du découplage des élections présidentielles et législatives. Nous allons probablement organiser d'abord les présidentielles et si c'est possible de coupler, mais pour le moment nous sommes en train d'envisager plusieurs options. Mais pour vous dire que ce n'est pas ça le plus difficile. Le plus difficile, c'est sans doute de rétablir la sécurité au nord, où les combattants islamistes continuent de mener des incursions, comme ici à Gao la semaine dernière. Dans certaines régions, l'autorité de Bamako n'est toujours pas rétablie, comme à Kidal, où les Touaregs du MNLA refusent le retour de l'armée malienne. Certains hommes politiques maliens ne veulent pas d'une élection tant que le territoire n'est pas entièrement reconquis. Il n'est pas imaginable aujourd'hui au Mali que des élections aient lieu sans que l'autorité malienne soit effective à Kidal. Autre problème, les populations déplacées ou réfugiées dans les pays voisins, plus de 470 000 Maliens au total. Pour l'instant, l'administration envisage de les faire voter là où ils se trouvent. Mais face à toutes ces difficultés, certains hommes politiques veulent faire appel aux Nations Unies pour l'organisation du scrutin. Je préconise que la communauté internationale, à travers les Nations Unies, prenne en main le processus électoral. Pour beaucoup d'hommes politiques maliens, rien de pire qu'une élection bâclée qui risquerait de faire durer la situation de crise. Les cadres du Cavali et du Guemon viennent de recevoir 200 millions de francs CFA du chef de l'État Alassane Ouattara. Cette somme va leur permettre de réhabiliter les sites sacrés qui ont été touchés durant les différentes crises dans le pays. Mamadou Kouassi, reportage. 25 millions de francs CFA pour chacun des 8 départements, soit un total de 200 millions de francs CFA. C'est le don du président de la République aux régions du Cavalier du Guemon. Le chef de l'État Alassane Ouattara en a fait la promesse aux populations Oué en octobre dernier pour la réhabilitation des domiciles des chefs traditionnels et des lieux sacrés saccagés lors des différentes crises. C'est vrai que cela a mis quelques temps. Après concertation, nous avons trouvé le point d'ancrage pour la bonne gestion de ce fonds. Profitez pour prolonger le message d'appel à la paix lancé par le président de la République à tous les fils de la région afin qu'ils nous aident à travers leur message, à travers la sensibilisation à ce que la paix revienne enfin à cette région. Au nom des cadres, Félix Théoulou Diela exprime la gratitude des populations ouest au chef de l'État et au gouvernement. Au nom du Collège des doyens, au nom des élus et des cadres, merci. Merci beaucoup à M. le ministre d'État, mais surtout merci à M. le Président de la République qui a toujours marqué son intérêt et un grand intérêt pour les régions du Cavali et du Guemon. Il faut rappeler que le partage des 200 millions de francs CFA a été rendu possible à l'issue des différentes rencontres qu'a eu le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité avec les cadres des régions du Cavali et du Guemon. Parlons de cette rencontre entre le ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, et une délégation béninoise conduite par le directeur général de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB. Cette visite de prospection et de travail doit permettre à l'ORTB de nouer des accords de partenariat avec la RTI. Gabriel Zani.
En visite de travail, Stéphane Todomé, directeur général de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB, est intéressé par les programmes de la radio-télévision ivoirienne RTI. Reçu en audience ce vendredi par Afoussiata Bambalamine, ministre de la Communication, en présence d'Akasaye Lazare, directeur général de la RTI, il a expliqué les motivations de sa visite. Le président Bouni a souhaité obtenir de son collègue Ouattara que nous puissions faire une mission ici et pour voir avec la RTI d'une part et avec Isovision tout ce qui a été fait dans la mise en place de cette deuxième chaîne. La dynamique de coopération démontrée par cette visite est saluée par le ministre Afoussiata Bambalamine qui a promis aux visiteurs son soutien. Je vous soutiendrai autant que faire se peut, naturellement, parce qu'il est de notre devoir de le faire au regard effectivement de toutes les avancées qui vont avoir cours dans nos pays. Vous avez parlé du numérique, nous parlons aussi du défi de la libéralisation. Donc nous avons vraiment des chantiers que nous devons attaquer ensemble. Les dirigeants de l'ORTB entendent maintenir l'élan des récentes évolutions intervenues dans l'office en multipliant les accords de partenariat. C'est dans ce sens qu'ils ont échangé avec les responsables d'Isovision, structure qui a assuré les installations de la régie et du plateau technique de la RTI. L'ORTB gère plusieurs organes de radiodiffusion et de télévision qui sont Radio Bénin, la télévision nationale, Radio Paracou et Atlantique FM. Dans le domaine agricole, la Côte d'Ivoire peut s'autosuffire en riz selon les riziculteurs. Les capacités humaines et naturelles sont réunies. Il ne manque plus que la mise en place d'une politique de relance des activités de cette filière, nous dit Justine Seydjike. Pas de statistiques fiables de production locale du riz. Cependant, la Côte d'Ivoire a une consommation de 1 200 000 tonnes de riz blanc par an, dont plus de la moitié est importée. Pourtant, la Côte d'Ivoire peut s'autosuffire en riz, elle en a les moyens naturels. Nous avons un sol fertile. Nous avons 24 millions d'hectares de terres rizicultivables. Donc la Côte d'Ivoire peut s'autosuffire. Il suffit d'1 million d'hectares maximum pour que nous soyons autosuffisants. Avec une production de 5 tonnes à l'hectare, nous avons 5 millions de tonnes de paddy pour un cycle de 4 mois. Mais les moyens matériels et financiers font défaut. Il y a des producteurs, il faut des équipements. Ces équipements-là peuvent s'obtenir et les producteurs sont prêts à assumer le refinancement des équipements. Ils sont prêts à prendre et à participer au remboursement des équipements. On peut nous faire par leasing. Nous avons souhaité, mais ça ne vient pas. C'est ça le problème. Les 48 coopératives de l'Association nationale des riziculteurs de Côte d'Ivoire ont décidé d'adopter de nouvelles dispositions conformément à la nouvelle ordonnance prise en 2011 sur l'interprofession par le président de la République et l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés coopératives de l'OADA en vue de reprendre leurs activités interrompues depuis 2010 du fait de la crise post-électorale, d'où cette rencontre d'information et de concertation. Pour terminer, parlons de ces exciseuses qui ont décidé d'abandonner la pratique. Elles sont initiées à des activités génératrices de revenus. Certaines sensibilisent même contre la pratique de l'excision. En dépit des nombreuses sensibilisations et autres actions menées contre l'excision, cette pratique demeure une préoccupation majeure en Côte d'Ivoire. 39%, c'est le taux détenu par notre pays qui est l'un des plus élevés d'Afrique. Le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant multiplie les actions sur le terrain. Des sensibilisations accrues dans les zones les plus touchées ont permis à de nombreuses exciseuses de renoncer à cette pratique ancestrale. Ma maman m'a dit qu'il faut que tu te mets dedans. Parce que c'est le travail de ta grand-mère, il faut faire ça. C'est un don que je te donne. J'ai enlevé mon pied dedans. Il dit je ne fais plus. Et maintenant on a arrêté, on ne fait plus. Mais on va sur le terrain, on conseille. Non, c'est pas bon qu'ils vont continuer à faire encore. Le ministère veut une idée précise de la situation des mutilations génitales féminines sur le terrain et évaluer les besoins des exciseuses. À travers le développement d'activités génératrices de revenus, le gouvernement veut les appuyer et les encadrer dans leur reconversion sociale.
Pour atteindre cet objectif, un renforcement des capacités des acteurs locaux est organisé dans 6 régions du pays. Ce n'est pas un taux honorable pour la Côte d'Ivoire. Et maintenant que les Nations Unies ont pris une résolution pour intensifier la lutte en vue de l'éradication de cette pratique néfaste, il faut que nous mettions les bouchées doubles pour que la Côte d'Ivoire renonce à cette pratique qui n'apporte rien de bon à la société et qui endommage même une bonne partie de la composante de la société que sont les femmes. Le document de politique nationale sur l'égalité des chances, l'équité et le genre et le document de stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre ont été présentés aux participants. Les régions de l'Ouest, de l'Est, du Centre et du Nord sont des zones où l'excision est toujours pratiquée. C'est sur ces images que nous vous disons au revoir et excellent week-end à vous sur RTI 1.